Le lifting donne-t-il un résultat naturel? C'est la question du jour. Parmi les peurs les plus fréquentes que suscite le lifting, le manque de naturel est vraisemblablement l'une des principales. Effectivement, lorsque l'on voit des résultats comme celui-là, on est en droit de se poser des questions. Du coup, face à cela, devant le côté surnaturel, vous devez vous poser la question de savoir, mais mon Dieu, qu'est-ce qui a pu bien arriver pour obtenir un tel résultat? Le problème est que face à cela, dans un premier temps, vous vous dites que c'est le résultat d'un lifting et d'un lifting mal fait. Ensuite, parce que vous l'avez remarqué, vous pensez effectivement que parce que vous l'avez remarqué, s'il s'avère que c'est un lifting, alors tous les liftings sont remarquables parce qu'ils ne sont pas naturels. Alors qu'en fait, comme illustré sur cet exemple, la caractéristique principale d'un lifting, c'est d'avoir un résultat naturel qui fait qu'il n'est pas remarquable. Puisque rien, ici, dans cet exemple, ne vient choquer, alerter, alarmer votre cerveau. Voici un autre exemple, tout aussi naturel, comme vous le voyez, rien de choquant, rien de remarquable. En voici également un autre, et là aussi, rien d'étonnant, rien de remarquable. Alors en fait, dans la pratique, rien ne vous permet de distinguer une personne qui a bénéficié d'un lifting d'une autre personne parce que rien n'est remarquable. Et de fait, beaucoup de patientes viennent à moi en me posant cette question, « Docteur, si je fais un lifting, est-ce que vous pouvez me garantir que le résultat sera naturel ?» Et donc, si vous êtes ici devant cette vidéo, c'est vraisemblablement parce que vous vous posez la même question. Si vous sautez le pas également, aurez-vous un résultat naturel? Eh bien, c'est l'objet de la vidéo du jour que de vous rassurer pleinement à ce sujet. Bonjour, je me présente, je suis le docteur Jacques Buys, je suis qualifié en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, spécialiste en chirurgie esthétique. J'exerce également une activité de chirurgie plastique pédiatrique à Paris, à l'hôpital Necker, et je me suis installé en 1994. J'ai donc maintenant, je pense, une certaine expérience que je vais partager avec vous sur ce sujet du caractère naturel des liftings. Commençons tout d'abord par éliminer ce que serait la responsabilité de la chirurgie. D'un point de vue historique, la chirurgie esthétique est bien plus ancienne que la médecine esthétique. Et il est vrai que par le passé, elle a été le lieu d'expériences diverses et variées qui, souvent, ont abouti à des résultats tout à fait étonnants par leur manque de naturel, avec un aspect tiré, caractéristique du lifting à l'américaine. Aussi, pour cette raison, la plupart d'entre vous, lorsqu'ils voient quelque chose qui n'est pas naturel, pensent que c'est le résultat de la chirurgie esthétique. Seulement voilà, depuis une trentaine d'années, avec l'arrivée de la toxine botulique, du collagène par le passé et maintenant de l'acide hyaluronique, eh bien, l'immense majorité des patientes qui bénéficient de soins esthétiques sont d'abord et avant tout des patientes de médecine esthétique, à 95%. Pour cette unique raison statistique, la chirurgie esthétique ne peut en aucun cas être tenue responsable de l'immense majorité des patientes que l'on voit gonflées avec des pommettes énormes comme celles que nous avons vues ou avec des lèvres particulières. Combien de fois ai-je entendu parler des lèvres d'Emmanuel Béard? C'est le résultat d'une certaine pratique de la médecine esthétique qui, heureusement, n'est pas le cas de l'immense majorité des médecins esthétiques. Voyons maintenant, dans la pratique, pourquoi il n'est pas possible de remarquer lorsqu'un patient a bénéficié d'un lifting. Comme vous pouvez le voir sur ce cas, lorsqu'une patiente bénéficie d'un lifting, eh bien, globalement, son visage a bonne mine, il est, semble-t-il, reposé, il émane de lui un aspect en pleine forme, le visage semble plus tonique, plus dynamique. Au pire, on vous dira que le temps n'a pas de prise sur vous. C'est bien. Jamais un rajeunissement spectaculaire ne sera évoqué, encore moins la chirurgie. Alors que pour cette patiente, il est évident que son visage a été rajeuni. Cet aspect naturel, qui n'a rien de choquant, est ici illustré sur un lifting de l'ovale du visage. Comme vous le voyez, rien n'est remarquable. Également sur cette patiente, qui elle a bénéficié d'un lifting de l'ovale et du cou. Là encore, vous le voyez, rien de choquant qui puisse la distinguer des autres. Ou encore sur cette patiente qui a bénéficié d'un lifting vertical de la région médiane avec les blépharoplasties associées. Là encore, rien de choquant, donc rien de remarquable. Ici enfin, chez cette patiente qui a bénéficié d'un lifting temporal, avec une fois de plus, rien en particulier qui puisse être remarqué. En fait, la patiente va très vite avec le temps
oublier comment elle était avant, de l'intérêt de faire des photos avant. Et son entourage, ce sera la même chose. Il va oublier comme elle était avant, puisque simplement aujourd'hui, comme elle est, cela lui va très bien. Donc elle a toujours été comme ça. Voyons-en une illustration flagrante, comme dans le cas de cette patiente. Le moins qu'on puisse dire est que la modification, le rajeunissement, est tout à fait spectaculaire. Et pourtant, lorsque vous regardez ce visage rajeuni, ce cou rajeuni, rien ne vous permet de le distinguer d'un visage normal. Rien n'indique qu'il a été l'objet, qu'il est le résultat d'un lifting. La raison en est simple, c'est que les cicatrices ne sont pas visibles et que la technique utilisée ne peut produire qu'un résultat naturel. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre cerveau n'est pas outillé pour perdre son temps à chercher des choses qui sont normales. Il est fait pour nous alerter face à des choses qui sont anormales. C'est ce qu'on appelle le cerveau reptilien. Voyons maintenant pourquoi les résultats des liftings, de nos liftings, sont systématiquement naturels. Comme vous pouvez le voir sur cet exemple, c'est parce que le résultat est naturel, c'est-à-dire qu'il n'est en rien choquant, parce qu'il est complet, le visage et le cou sont harmonieusement rajeunis, et parce que, si l'on pose la question à la patiente de savoir s'il était comme ça avant, elle vous répond que oui. Comme nous l'avons vu dans la vidéo dédiée à la position allongée comme modèle de rajeunissement, comme illustré ici, le rajeunissement obtenu, comme vous le voyez, présente effectivement ces trois caractéristiques. Cela se vérifie également chez cette patiente, avec également ces trois caractéristiques, et également chez cette patiente. Tout cela pour dire que globalement, cela se vérifie chez toute personne qui n'est ni trop maigre, ni en excès pondéral. Comme nous l'avons vu dans cette étude, et comme vous le voyez ici, ajouter du volume ne sert à rien, tirer sur la peau n'est d'aucune utilité, modifier le squelette n'est d'aucune utilité, agir sur les muscles n'est d'aucune utilité. Seules la peau et la graisse sont affectées par le changement de position qui, en position allongée, produit le rajeunissement. Comme illustré sur ce schéma, c'est effectivement la remontée des volumes qui produit ce rajeunissement. Et remonter les volumes, c'est-à-dire la peau et la graisse, c'est typiquement ce que fait un lifting. Il y a donc dans cette position allongée 3 liftings qui opèrent, comme illustré ici. Chaque lifting est propre à une région. Un pour la région temporale, un pour la région médiane, un pour la région latérale et le cou. Aussi, pour obtenir le rajeunissement tel que celui que nous observons en position allongée, il faut reproduire uniquement les mouvements de remontée, c'est-à-dire réaliser des liftings qui se limitent à remonter les volumes, c'est-à-dire la peau et la graisse, selon les besoins de chacun, sans aucun ajout de volume, sans aucune traction sur la peau, sans aucune modification sur le squelette et sans aucune action sur les muscles. C'est en réalisant des liftings qui respectent ces impératifs techniques, qui sont simples et peu nombreux, que l'on peut garantir de manière systématique que le résultat sera parfaitement naturel. Ceci se démontre dans le cas présent avec un lifting de l'ovale, dans le cas suivant avec un lifting de l'ovale et du cou, puis dans ce cas avec un lifting des pommettes et les blépharoplasties associées. Comme vous le voyez, c'est très naturel. Chaque fois. Alors, comme on le voit ici, si le rajeunissement observé en position allongée est si harmonieux, c'est qu'en fait, les 3 mouvements de rajeunissement opèrent simultanément sur ce visage. C'est-à-dire qu'en position allongée, la patiente bénéficie de l'équivalent des 3 liftings en même temps. Heureusement, dans l'immense majorité des cas, cela n'est pas nécessaire pour obtenir un résultat qui puisse satisfaire une patiente. Toutefois, dans certains cas, à la demande des patientes ou des patients, peuvent être réalisés les 3 liftings, soit dans le même temps chirurgical, comme dans le cas ici présent, avec un résultat, vous le voyez, tout aussi naturel, soit séparément, les uns après les autres, comme dans le cas ici, avec un résultat également tout aussi naturel. Cela s'appelle un lifting composite et ce sera l'objet d'une vidéo spécifiquement dédiée. Toutefois, il faut garder à l'esprit qu'il arrive parfois que les résultats ne soient pas tout à fait à la hauteur de nos ambitions, comme ici par exemple. Cela est dû au fait que
à la partie basse, les mouvements qui convergent participent l'un et l'autre à la formation des signes du vieillissement. De sorte que si un signe du vieillissement n'est traité que par un mouvement, alors que deux mouvements participent à sa formation, eh bien s'il n'est traité que par un lifting, il ne pourra être qu'insuffisamment traité. Cette question importante sera abordée dans une vidéo consacrée au choix des liftings en fonction des cas de chacun et de chacune. Nous avons bientôt terminé, mais il n'est pas possible de finir sans évoquer les cicatrices. Certains d'entre vous ont peut-être déjà vu la vidéo sur les liftings et les cicatrices. Pour les autres, un bref résumé. Comme vous allez le voir sur les exemples qui suivent, s'il n'y a pas de tension sur la peau, c'est-à-dire si la tension sur la peau n'a pas été utilisée pour produire le rajeunissement, eh bien, les cicatrices ne sont pas visibles, quelle que soit leur localisation, quelle que soit leur longueur. Illustration, ici avec une cicatrice dans la région temporale. Elle est située en avant des cheveux, elle bénéficie d'un artifice qui permet aux cheveux de repousser dans la cicatrice. Elle n'est donc pas visible. Ici, sur cet exemple, aucune cicatrice n'est visible devant. Également, aucune cicatrice n'est visible derrière. Sur ce dernier exemple, les cicatrices ne sont toujours pas visibles. Terminons maintenant par les cicatrices des liftings malaires ou verticaux médians. Comme vous le voyez ici, malgré le fait qu'il y ait un excédent de poids important, les cicatrices ne sont pas visibles. Ici, pour le premier côté, et là, pour les deux côtés. Il n'est pas possible de les voir, elles ne sont pas visibles. Étonnant, non? Eh bien non, pas de tension, pas de visibilité. Voilà, nous avons terminé, j'espère que vous avez passé un moment agréable, que vous avez appris beaucoup de choses et que cela vous sera utile pour vos projets à venir. Pour celles et ceux qui le souhaiteraient, vous pourrez trouver sur mon blog le texte et les photos concernant cette présentation, je mettrai le lien dans la description. Vous pourrez également aller sur mon site internet, dans la partie dédiée au lifting. Vous pourrez également aller sur ma page YouTube, voir les autres vidéos dédiées à la chirurgie et également celles qui sont dédiées à la médecine esthétique, qui a toute sa place et qu'il ne faut pas dénigrer. Vous pourrez également aller sur ma page Facebook, sur ma page Instagram, poser des questions, faire des commentaires. Ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Et n'hésitez pas à liker et à partager si vous avez aimé. Je vous remercie.